Analyse asymptotique, développement limité. Dans la partie développement limité et dérivabilité, nous allons démontrer la formule de Taylor-Young. Donc nous allons procéder à une démonstration à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Je vous rappelle qu'un raisonnement par récurrence se fait en 3 étapes, l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Dans la partie initialisation, nous avions déjà montré que si f était continu et dérivable, c'était équivalent à dire que f admettait un dl à l'ordre 1 au point A. Donc en fait, ça va nous donner pour n égale à 0, n égale 1, directement, on a l'initialisation, je ne refais pas. Donc maintenant, nous allons démontrer la partie héréditaire. Donc on va supposer que la formule est vraie pour un certain entier n supérieur ou égal à 2. Donc on va supposer que la relation est vraie à l'ordre n-1 et on va essayer de montrer qu'elle est vraie à l'ordre n. Donc on va appliquer la formule de Taylor-Young, en fait, à l'ordre n-1, mais à la fonction f'. En l'appliquant, parce que f' vérifie les hypothèses de Taylor-Young. Ainsi, on en déduit la chose suivante, c'est que comme f' finalement est dérivable, forcément, on en déduit qu'elle est donc continue. Donc à partir de là, on peut écrire la relation f' de t égale f' de a plus t moins a, f seconde de a, etc. jusqu'à t moins a exposant n-1, epsilon de t avec epsilon 0 de t qui tendra vers 0 quand t tend vers a. Or, cette fonction, en fait, est un produit de deux fonctions qui est le produit de deux fonctions continues. Donc, forcément, est continue sur, en fait, le domaine qui va être donné, c'est-à-dire que sur tout l'intervalle i sur lequel on avait défini l'ensemble des dérivabilités de la fonction. À partir de là, on peut, à partir du moment où une fonction est continue sur un segment, on sait qu'elle est intégrable sur ce segment. Donc, on va pouvoir intégrer cette relation entre a et x. Donc, si on intègre entre a et x, on se retrouve avec l'intégrale de ax de f' de t dt qui est égale à x moins a f' de a, plus x moins a au carré sur 2 factoriel f seconde de a, etc. Et on arrive à cette intégrale qui est notre reste. À partir de là, à gauche, bien sûr, comme f', une primitive de f', ben, ça sera petit f. Donc on se retrouve avec l'intégrale de ax de f' de t dt qui n'est rien d'autre que f de x moins f de a. Et on reconnaît bien la formule de Taylor-Young. Il nous reste une chose à prouver. À partir de là, c'est de prouver que l'intégrale de ax de t moins puissance n-1 epsilon 0 de t, finalement, est un petit taux de x moins a puissance n, ce que nous allons faire tout de suite. La suite de la démonstration de Taylor-Young, en fait, il nous restait à prouver que l'intégrale de ax de t moins a puissance n-1 epsilon 0 de t, en fait, était un petit taux de x moins a puissance n. Donc, en fait, je vais poser epsilon de x égale 1 sur valeur absolue de x moins a puissance n fois cette intégrale, et je vais essayer de prouver qu'en fait, cette quantité-là, comme j'ai pris le quotient, vous voyez si je fais le produit, en fait, que cette intégrale va bien aller vers 0 par rapport à x moins a puissance n. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste à prouver que epsilon de x, finalement, va tendre vers 0 quand x tend vers a. Alors pour ce faire, je vais revenir à la définition. Je vais fixer, donc je prends un epsilon 1 positif, et en fait, on sait déjà par hypothèse que epsilon 0 tend vers 0 quand t tend vers a. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il existe un nu positif tel que valeur absolue de t moins plus petit que nu implique que epsilon 0 de t est plus petit qu'un epsilon 1. Donc, ensuite, je vais essayer donc de majorer cette intégrale. À partir de là, vous voyez bien que je vais supposer que valeur absolue de x moins a est plus petit qu'un nu. C'est une hypothèse tout à fait possible puisqu'on reste dans un voisinage de a. Le Taylor-Young nous donne une indication, c'est quelque chose de local. Donc, si je prends valeur absolue de epsilon de x, que je peux majorer finalement par epsilon 1 fois 1 sur x moins a puissance n fois valeur absolue de l'intégrale. Pourquoi? Tout simplement parce que epsilon 1 ne dépend plus de t, donc je peux sortir le epsilon 1 et en plus c'est positif de l'intégrale. Donc je peux majorer par epsilon 1 sur valeur absolue de x moins a puissance n fois l'intégrale. Mais à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On peut intégrer, vous intégrez tout simplement, vous savez qu'une primitive de t moins puissance n-1, ce n'est rien d'autre que t moins 1 puissance n sur n. Vous remplacez t entre x et a, et vous allez arriver au final à epsilon 1 sur n. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que si x moins a est plus petit que nu, alors epsilon de x est plus petit que epsilon 1 sur n. Epsilon 1 sur n étant fixé, on en déduit quoi? On arrive à une constante, vous savez très bien, on est revenu à la définition, on vient de prouver qu'epsilon de x tendait bien vers 0 quand x tend vers a. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de là, on vient de prouver qu'en fait, cette intégrale n'était rien d'autre qu'un petit taux de x moins a puissance n. Voici quelques remarques sur la formule de Taylor-Young.
En fait, pour comprendre un petit peu l'origine de cette formule, en fait, si f est dérivable sur i, allez a fortiori donc dérivable en a, vous avez bien sûr l'équation, vous voyez, de la tangente, f de x égale f de a plus x moins f' de a, avec un reste un petit taux de x moins a. Et si on suppose en fait que f est deux fois dérivable, on peut tout à fait appliquer cette formule à f', et dans ce cas-là, on obtient f' de t, f' de a, etc., comme on l'a vu dans la démonstration précédemment. Mais en fait, vous voyez bien que si on intègre en fait cette égalité, eh bien on se retrouve ni plus ni moins, et on retrouve en intégrant le t moins a, eh bien t moins a au carré sur 2 factoriels, et on retrouve bien le fameux terme restant de la formule de Taylor-Young. Donc en fait, vous voyez que dans un cas très simple, on voit comment elle a été construite cette formule, et comment on en est arrivé au résultat précédent. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, en fait, c'est que les hypothèses qu'on a fait au démarrage étaient que f était de classe Cn, c'est-à-dire n fois dérivable et toutes les dérivées sont continues. Ces hypothèses sont un peu fortes, en fait. Si n était seulement n fois dérivable sur i, ça serait tout à fait suffisant. Bien sûr, après, on suppose que le point appartient à l'intervalle i, mais en fait, la démonstration qu'on a fait, on n'avait absolument pas besoin de la continuité de la dérivée nème, donc on aurait très bien pu se restreindre à l'hypothèse f est n fois dérivable. En fait, il existe même une version forte du théorème qui est hors programme, mais c'est juste pour vous éveiller l'esprit. En fait, le maximum au niveau des hypothèses, c'est qu'on pourrait se contenter de n-1 fois dérivable sur i, et en fait, n fois dérivable juste au point A. Et ça, c'est l'hypothèse minimum. Par contre, pour la démonstration, c'est un petit peu plus compliqué, parce que, bon, on peut, en prépa, le seul moyen de s'en tirer, ça serait de faire une l'inégalité des accroissements finis, mais bon, ça peut générer quelques problèmes au bord, notamment si vous êtes sur un point adhérent. Et par contre, sinon, il y a une théorie qui est les intégrales de Lebesgue, mais totalement en programme, mais là, qui permet de faire le cas général et de poser aucun problème.